La dette, elle est roulée. C'est-à-dire que, évidemment, puisqu'on ne rembourse pas le principal, à chaque fois on souscrit un nouvel emprunt. Bon, donc les taux négatifs et tout, c'est bien beau, mais plus ça dure, plus les fonds de pension disent oui, mais bon, nous on a quand même, à un moment, il va falloir qu'on paye des rentes à des retraités. On ne peut pas le faire avec un truc qui ne rapporte rien. Et puis en plus, on sent que ce truc, il est hors de contrôle, donc on n'en a plus tellement envie. Alors après, il restera la BCE. Alors la BCE, aujourd'hui c'est très commode, la BCE, vous apportez n'importe quelle créance qui n'est pas payée ou qui foire, n'importe quelle créance foireuse, hein, parlons concrètement, et là, un guichetier vous dit, enfin dit à la banque, merveilleux, merci beaucoup, je prends votre titre et voilà de l'argent frais en échange. Bon. D'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, aujourd'hui, la perte est déjà là. La question est de savoir qui va la prendre. Parce que les dettes de l'État français, quand vous ne savez pas, c'est vous. Donc il faut sortir tant qu'il y a un petit portillon de sortie. Parce que le portillon de sortie, il est petit. Il rétrécit en plus. Il rétrécit. Simone Wappler, bonjour, merci d'être avec nous. Donc, je vous reçois à l'occasion de la sortie de votre livre, La rage de l'impôt, aux éditions Larousse. Et pour rappel, donc vous avez rédigé une lettre d'investissement pour les particuliers pendant 20 ans, et vous avez été aussi ingénieur dans l'aéronautique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous questionner sur le remboursement de la dette qui monte, la dette de l'État, parce que tout le monde en parle, et on arrive cette année, on peut fêter les 100% du PIB de la dette française, je sais pas si ça se fête, mais en tout cas c'est un événement. Et là, dans votre livre, on apprend que c'est pas tout en fait. L'ardoise ne se monte pas qu'à ces fameux 100% du PIB, parce qu'il y a aussi le hors-bilan. C'est-à-dire qu'il y a de la dette, tout le monde sait ce que c'est, puis le hors-bilan, on a un peu plus de mal à comprendre. Mais ça représente 170% de plus. Donc à 270%, vous êtes à x4, quoi. À x3 le PIB. Voilà. Et comment on s'en sort de cette dette? Alors déjà, qui prête l'argent? Qui paye la dette? Et maintenant que l'État, on est à des taux d'intérêt négatifs, est-ce que la dette, c'est pas devenu une ressource? Avec des taux d'intérêt négatifs, c'est plus du passif, c'est de l'actif. C'est très bonne remarque. Bon, alors, la dette, de toute façon, elle est trop grosse pour être remboursée. Le principal, le capital. Donc, je pense qu'on va découvrir avec ahurissement qu'il est possible de faire faillite même à taux zéro ou négatif. Et qu'il est possible même de faire faillite pour l'État, c'est-à-dire de ne pas satisfaire à ses engagements. Alors, d'abord, déjà, pour mettre ça en perspective, la dette, c'est un stock d'impôts qui n'a pas été prélevé par l'acheté politique. Parce que si on avait dit aux gens « Ah, mais le vrai prix, c'est ça », les gens auraient dit « Ouh, mais on n'en veut pas ». Bon. On va faire un super aéroport là-bas dans l'Ouest, et au lieu de financer par de l'impôt, on finance avec de la dette, oui. Et la dette, elle sera remboursée avec de l'impôt. Voilà. Sauf que l'aéroport, en fait, il n'y a pas tant de revenus que ça. Oui, parce qu'à chaque fois, l'État investit. Hein, mais le retour sur investissement, il est nul. Enfin, il n'est pas nul, il est désastreux d'ailleurs. Bon, donc, à taux zéro, effectivement, ou négatif, on n'a plus tellement de problèmes pour payer les intérêts de la dette, mais il reste le principal. Quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. Voilà, il reste le principal. Intérêt principal, foi d'animal, disait La Fontaine, qui a d'ailleurs a écrit ses fables pour l'éducation financière du futur roi de France. C'est important. Qui avait quel âge? Il était tout jeune, hein, 8-9 ans. C'était une époque où les jeunes enfants éduqués savaient déjà le latin, compter, voilà. Bon, donc, il va y avoir un problème de principal. Et ce problème, il est très simple. C'est qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, mais jamais, une génération qui paye la dette de la génération précédente.
Pourquoi? Parce qu'en général, la génération qui hérite de la dette dit « Attendez, nous, on n'a pas profité de l'argent. Ça ne nous regarde pas, débrouillez-vous. » D'ailleurs, dans le Code civil, c'est très simple, vous pouvez accepter une succession sous bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire que si le défunt qui vous a légué quelque chose vous lègue des dettes, vous dites « Ah non merci, ça ne me regarde pas ». Oui, on a le droit de refuser l'héritage dans son intégralité si l'actif ne couvre pas le passif, quoi. Exactement. Bon. Et là, c'est ce que les générations suivantes vont découvrir avec horreur. Ils vont dire, parce que si on voulait rembourser la dette, le principal, c'est encore beaucoup plus d'impôts qu'aujourd'hui qu'il faudrait payer, puisqu'on a vu que c'était un stock d'impôts qui restait à payer. Donc déjà, on est les champions du monde de la fiscalité. Déjà, on a une économie qui fait pas des flammes. Déjà, on a un taux de chômage élevé. Déjà, on a une population vieillissante. Et alors, vous voulez taxer encore plus tout ça? Pas possible. Et si on remboursait avec les taux d'intérêt négatifs? Très long, très long, hein, très long. Et beaucoup de. Et puis, au bout d'un moment, les créanciers. Alors, il y a des créanciers nationaux, des Français, les gens qui ont une assurance vie en euros, etc. Puis vous avez les créanciers internationaux, c'est-à-dire, vous avez effectivement des fonds de pension, parce que il y a des pays, la majorité des pays ne fonctionnent pas en retraite par répartition, mais ont le gros des retraites assumées par des placements financiers. Donc ces gens-là, c'est du vrai argent qui appartient vraiment à des gens qui l'ont gagné. Hein, qui ont travaillé pour l'avoir. C'est pas du faux argent qui vient de la BCE ou des banques qui prêtent de l'argent qui n'existe pas encore. Ça, c'est du vrai argent. Donc ces gens-là vont dire la dette en euros, attendez, nous, en euros de France, non. Non, on sent pas le truc. Hein, on va pas souscrire. Hein, on va faire autre chose. Bon, donc vous allez avoir, alors parce que la dette, elle est roulée, c'est-à-dire que, évidemment, puisqu'on ne rembourse pas le principal, à chaque fois on souscrit à un nouvel emprunt, donc les taux négatifs et tout, c'est bien beau, mais plus ça dure, plus les fonds de pension disent, oui, mais bon, nous on a quand même, à un moment, il va falloir qu'on paye des rentes à des retraités, on peut pas le faire avec un truc qui ne rapporte rien. Et puis en plus, on sent que ce truc, il est hors de contrôle, donc on n'en a plus tellement envie. Alors après, il restera la BCE. Alors la BCE, aujourd'hui c'est très commode, la BCE, vous apportez n'importe quelle créance qui n'est pas payée ou qui foire, n'importe quelle créance foireuse, hein, parlons concrètement, et là, un guichetier vous dit à la banque, merveilleux, merci beaucoup, je prends votre titre et voilà de l'argent frais en échange. Bon. Alors, il paraît que la BCE, elle prenait que des titres de qualité en pension. Ah oui, que des titres de qualité, bien sûr. C'est ce qui est affiché, hein, quand on lit. Oui. Mais qui note la qualité? Des agences de notation qui ont pas tellement prévu le coût de la graisse, etc., etc. Bon, les titres de qualité, voilà. On a l'inventaire de ce que la BCE achète. Oui, il y a un inventaire. Alors, il faut savoir aussi que au mépris de tout, non seulement la BCE achète de la dette publique, mais elle souscrit à des financements d'obligations d'entreprise aujourd'hui. Donc voilà, mais elle achète tout et n'importe quoi, la dette de la sécurité sociale, enfin tout ça c'est repris par la BCE. Bon, il y a un moment où les créanciers vont dire non, nous on souscrit plus, donc il restera plus que la BCE, etc. Et puis alors on va découvrir en fait la faillite, à taux zéro négatif, mais la faillite. Alors, que va faire l'État français? Bon, je pense qu'il va, ce qu'on fait toujours hein, dans ces occasions, il va commencer par plumer les créanciers français, bien prisonniers, pour faire patienter les créanciers étrangers. Voilà. Bon, mais quand même, s'il y avait... Alors, ce que je suis en train de vous décrire,
c'est rien d'autre qu'une crise monétaire. Hein. On en parle, Charles Gave en parle, bien d'autres que moi en parlent. Hein, puisque là, on va remettre en cause le fonctionnement en euro de la dette publique, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites le jour où les retraités arrêtent de mettre leur épargne dans des fonds, dans des assurances en euros, en gros, des assurances vie en fonds euros, du coup, l'assureur, il se retrouve avec un problème. Alors, deux cas de... L'assureur et puis tous les retraités qui ont déjà mis leur fonds en euros. Voilà. Alors, effectivement, il y a deux cas de figure. Il y a le fonds de pension des retraités étrangers. Donc ça, c'est géré par des gros institutionnels, les AXA, Aviva, Allianz et autres. Donc ils collectent de l'argent de gens qui travaillent, qui leur ont donné du vrai argent, fruit de leur travail, et ils le placent sur les marchés financiers. Entre parenthèses, d'ailleurs, il y a eu des démissions fracassantes de grands gérants de ces fonds, notamment ceux d'Allianz, avec ce qu'on appelait le roi de l'obligataire, hein, qui ont démissionné de façon fracassante quand les taux ont trop baissé, en disant « moi, je refuse de placer de l'argent à des gens auxquels je ne peux pas garantir de retour sur investissement. » Oui, parce qu'il y a des réglementations européennes, les lois Solvency notamment, 1 et 2, il y a un retour, qui précisent que les assureurs ne font pas ce qu'ils veulent. Exactement. Donc il y a eu Mohamed El Rihan, qui était considéré comme le roi du placement obligataire pour les fonds de pension, qui a donné sa démission de façon fracassante. Enfin, ça fait partie des gens courageux, quoi. En disant je ne veux pas perdre l'argent de mes clients, quoi. Voilà. En disant moi je suis responsable de vrai argent de retraité, moi je rends mon tablier parce qu'aujourd'hui la Banque Centrale Européenne m'empêche de faire mon métier, ou les banques centrales en général. Bon. Tout le monde n'a pas ce courage-là, et d'autres dans l'industrie financière continuent à brasser de l'argent, voilà, en se disant de toute façon, moi je serai à la retraite quand les bénéficiaires des rentes réclameront une rente, après moi le déluge. Ils opposent la catastrophe marginale à l'utilité marginale. Bon, alors, comment l'État va plumer les créanciers faibles? Alors les créanciers faibles, c'est effectivement en France les gens qui ont compris que la retraite par répartition, c'était mort. Alors c'est mort pour plein de raisons. Hein, les projections démographiques sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'en gros, en 2050, chaque actif a 0,82 vieux à charge. Donc, deux actifs, un couple de jeunes actifs vit avec 1,64 vieux chez lui. Bien. Sans le savoir. Sans le savoir. Bon, il faut les nourrir, ces gens-là. Ils vont avoir du mal à avoir des enfants, s'acheter un logement. À un moment, quelque chose devra céder. Donc, les gens qui capitalisent pour leur retraite ont fait une très bonne analyse, ils ont raison, c'est évident. La retraite par répartition, ça devrait être un tout petit minimum par vieillesse, et la retraite par capitalisation devrait assurer le reste. Et c'est logique, c'est normal, c'est comme ça que les pays bien gérés fonctionnent. Puis ça évite d'opposer les générations entre elles, quoi. Oui, et puis ça évite les discours à la Piketty, Piketty, du style c'est immonde, les dividendes, on s'enrichit, vous vous rendez compte des taux d'intérêt affreux. Bon, ben non, les gens en profitent. Hein. Il y a une étude de Natixis très récente que je vous invite à regarder, qui compare 1 euro investi en répartition et en capitalisation. Voilà. Bon, bah la messe est dite. Hein. Dans un cas, vous profitez des dividendes immondes, du rendement du capital et tout ça, et de choses ignobles, mais votre retraite vous coûte moins cher au final. Puis surtout, c'est marrant parce que si les salariés prenaient une part de l'investissement dans les entreprises, parce que l'économie augmente, mais il y a quand même une part qui est pas, on peut pas. Ben, ils seraient pas contre les dividendes. Déjà, ils seraient pas contre les dividendes, et puis ça permettrait aussi d'inverser le rapport de force au sein de la gestion des entreprises. Ben, bien sûr. Au lieu d'avoir je ne sais quel financier ou groupe spéculateur qui fait ce qu'il veut, si 30% du capital appartient aux salariés, bah du coup, c'est pas le même dialogue, quoi.
Oui, non mais on pourrait avoir c'est un vrai vrai, syndicat, et en fait. encore une fois, c'est ce qui se passe dans les pays bien gérés. On pourrait avoir un syndicat des salariés actionnaires, oui, en fait. Qui exactement. viennent voir le patron en lui disant, tu fais pas, parce que sinon on a une minorité de blocage. Oui. Mais, alors, pour les malheureux qui ont fait une bonne analyse, c'est-à-dire, il me faut une retraite par capitalisation. Je ne veux pas, un 64 vieux, enfin, mais un 64 vieux au foyer, je les aurai. Bon, et donc, je vais commencer à capitaliser pour, moi, essayer d'avoir quelque chose, parce que, bon, derrière, en fait, il y a personne, hein. De moins en moins de monde. Très bien, parfait. Le problème, c'est que, en fait, les deux vecteurs de capitalisation, c'était l'immobilier. Là, on tombe sur un problème de rentabilité, de vache à lait. Le propriétaire immobilier est un être immonde qui profite de locataires. Enfin, il les exploite, les locataires. Bon, donc lui, il a du mal à avoir une bonne rentabilité. Et puis, vous avez l'autre, hein, parce qu'en général, on commence petit, qui prenait de l'assurance vie en euros. Conseiller, Monsieur Michu, Marcel Dugenou, prenez de l'assurance vie en euros, c'est solide, c'est l'État français, etc. Il va vous payer, c'est garanti, capital garanti. Oui, bon, sauf que le jour où il s'aperçoit que ça rapporte rien, parce que n'oublions pas, capitalisation, si ça rapporte rien, il n'y a plus de capitalisation, donc il n'y a plus d'intérêt, il va dire, Monsieur AXA, peu importe, Aviva, Allianz, ce que vous voulez, je veux sortir. Mais il n'est pas tout seul, parce que tout le monde se rend compte au même moment que ça rapporte rien. Et là, l'assureur va sonner, on est dans le capitalisme de copinage typique, l'assureur va sonner au bouton de Bercy, il va dire « Monsieur Bercy, je suis en danger, il faut me protéger, ils veulent tous partir ». Et là, Monsieur Bercy va dire « Mais Marcel Dugenou, Monsieur Tartampion, vous pouvez pas partir parce qu'on va activer la loi Sapin. » Voilà. Donc, et là, ça sent le sapin. Et là, ça sent le sapin pour votre argent, hein, parce que votre argent, en fait, il met en danger l'État, et vous comprenez, l'État, c'est vous, nous, enfin bon, l'intérêt public, blablabla, donc votre argent, il est plus à vous. Et alors, parce que, bon, quand c'est comme ça, on va essayer de donner quelque chose aux gens, alors on va faire comme ce qu'ont eu les Polonais. On va dire, mais vous n'avez pas tout perdu, votre contrat d'assurance vie, il va être transformé en point de retraite de la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Voilà. Point que contrôlera, grâce à la nouvelle réforme des retraites, l'État. Valeur du point que contrôlera l'État. Et hop, la boucle est bouclée. Bon, ça c'est de la fiction financière. Mais pas tout à fait, hein. La loi Sapin, elle est écrite, elle est gravée dans le marbre. La loi sur les retraites, elle arrive. Donc, si on a une assurance vie, c'est bien. Si on fait de la retraite par capitalisation, c'est bien. Mais le support en euros, c'est pas la meilleure solution. Je fais une petite pause pour mieux vous expliquer le lien entre les dettes impayables de l'État et les retraites, ainsi que les moyens à votre disposition pour y faire face. Rapidement, gardez toujours en tête que les États n'empruntent pas la dette aux riches, mais à la population. Effectivement, tout aussi riches que puissent être les riches, ils ne sont pas du tout assez riches pour suffire aux besoins de l'État. Par ailleurs, une bonne partie de ce que l'on appelle la smart money, à savoir l'argent des riches, a déjà compris que ce n'était pas un bon plan. Non, clairement, la dette des États correspond bien plus à l'épargne générale des Français. Cela s'explique simplement pour deux raisons. Premièrement, beaucoup de Français ne comprennent pas du tout comment leur argent est géré lorsqu'il est placé. Deuxièmement, la réglementation est conçue en tout point pour que la dette de l'État soit incontournable lorsque l'on parle de solutions d'épargne pour les particuliers. Donc, ne vous y trompez pas, la contrepartie à la dette, c'est le petit épargnant français pour 40% et le petit épargnant étranger pour 60%, car oui, la dette de la France est détenue à environ 60% par des étrangers, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Donc, lorsque vous acceptez l'idée que la dette de l'État ne sera jamais payée, vous avez admis sans vous en rendre compte que votre épargne a déjà disparu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle, pour vous qui regardez cette vidéo en tout cas, c'est qu'il est encore possible de refiler la patate chaude à votre banque ou à votre assureur. Tant que l'on n'est pas trop nombreux à réorienter notre épargne ailleurs que dans le système de la dette des pays d'Europe et des USA, les banques et les assureurs acceptent de le faire. Bien que la crise du Covid va probablement accélérer fortement les choses lorsque l'on va aborder le sujet du comment allons-nous payer le coût de la crise, pour l'heure, c'est encore possible de sortir son argent des banques et des assureurs si vous n'êtes pas encore trop riche. Et oui, sinon j'ai déjà des échos de personnes avec plusieurs millions d'euros chez des assureurs qui n'arrivent pas à retirer leur argent quand ils le demandent. Du côté des banques, je connais également des gens avec de grandes fortunes qui ont énormément de mal à faire ne serait-ce qu'un virement à l'étranger. Bref, comment pouvez-vous faire ? Aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il faut gérer votre argent vous-même. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, la réglementation encadre fortement le conseil financier aux particuliers. Votre conseiller patrimonial ne peut pas vous dire d'acheter de l'or, il ne peut pas vous dire d'acheter des devises, et il peut encore moins vous dire de vendre votre assurance vie en euros. Du moins, il ne peut pas faire tout cela simplement et sans très rapidement se retrouver à engager sa responsabilité, ce qui est une incitation forte à ne pas le faire. Quant à vous recommander d'ouvrir un compte dans une banque étrangère, loin des turpitudes du système bancaire européen et de l'euro, je n'en parle même pas. Pourtant, et je ne doute pas que ce soit une coïncidence, ce sont les pistes de base à explorer si vous voulez protéger votre épargne d'une explosion de la dette, de l'euro et du système bancaire européen. C'est précisément pour ces raisons que j'ai décidé de créer une lettre d'investissement qui est une publication de presse et donc qui n'est pas un conseil financier personnalisé, afin de pouvoir m'exprimer librement. Afin d'être le plus pertinent possible, j'ai réussi à embarquer Guillaume Rouvier et ses 40 ans d'expérience sur les marchés actions, ainsi que la participation de Charles Gave et ses 50 ans d'expérience sur les marchés financiers. Dans cette lettre, nous vous apprenons à gérer un portefeuille financier et pour vous prouver que cela fonctionne, je fais le suivi d'un portefeuille type qui applique ce dont on parle dans la lettre. Je vous indique chez quel courtier vous pourriez aller et quelle banque serait plus à même d'opérer sur ce type d'opération. Enfin, le portefeuille type de cette lettre gagne environ 1,5% aujourd'hui sur un an, tandis que le CAC 40 perd environ 20%. Alors même si je ne suis en rien compétent pour faire du conseil financier tel que la réglementation le définit, et c'est très bien comme ça, je trouve à titre personnel que notre lettre, ça marche plutôt pas mal. À vous de voir. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou dans les liens dans la description. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, vous pouvez vous inscrire à mon guide de l'investissement qui est une formation gratuite de 7 jours par email dans les écrans de fin de la vidéo ou dans les liens dans la description. Nous vivons une période où nous sommes encore sous le choc de la crise du virus qui n'est pas encore terminée. Cela pourrait bien être le dernier moment pour agir car toutes les politiques monétaires sont orientées pour éviter une crise économique profonde. Lorsque le spectre du virus se sera éloigné et que nous nous pencherons sur l'état des finances publiques et privées, il est bien possible que le monde change très rapidement. D'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, aujourd'hui, la perte est déjà là. La question est de savoir qui va la prendre. Parce que les dettes de l'État français, quand vous ne savez pas, c'est vous. Non, mais... En finance, quand vous ne savez pas, c'est vous. C'est comme au poker. C'est qui le couillon? Ce que je veux dire par là, c'est que je parlais de catastrophe marginale. C'est-à-dire c'est le dernier, en fait, qui prend la patate. Parce qu'aujourd'hui, si on part du principe que la dette de l'État n'est pas remboursée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la perte. Ce quelqu'un, en ce qui concerne les assurances vie, il y a 1500 milliards d'euros, je crois, à peu près, de quelqu'un en fonds en euros. C'est essentiellement des particuliers, des retraités, ou des gens qui préparent leur retraite. Qui préparent leur retraite. Mais ces 1500 milliards-là, ils ont disparu. Puisque c'est la contrepartie. Oui. C'est la contrepartie de la dette actuelle. Oui. Pouf. Donc, en réalité, les gens qui refuseront de placer leur argent dans l'assurance vie parce qu'ils savent que les rendements ont disparu vont provoquer la chute des 1500 milliards d'avant. Oui. Donc du coup, on est en train d'opposer les gens entre eux. C'est-à-dire qu'il y a l'épargnant futur qui, lui, va provoquer la chute de l'épargnant passé qui a déjà perdu ses sous, mais qui ne le sait pas encore. Oui.
Donc, Mais la perte est là. Donc il faut sortir tant qu'il y a un petit portillon de sortie. Parce que le portillon de sortie, il est petit. Il rétrécit en plus. Il rétrécit. Donc, parce que là, on peut le dire, mais c'est une vidéo qui sera pas vue par des millions de gens, et c'est pour ça que ça marche. Mais le jour où les gens se rendent compte que l'argent est déjà paumé, c'est pas qu'il sera paumé, c'est qu'il est déjà paumé. Et ben, ce sera trop tard pour sortir. Trop tard. Donc aujourd'hui, on a un avantage concurrentiel. La catastrophe marginale ne s'est pas encore produite. Voilà. C'est le premier des derniers à sortir qui va déclencher l'effondrement du truc. Donc pour en sortir, le conseil gratuit, c'est de se servir de la loi. Heureusement, donc il y a un député obscur qui a sorti l'amendement Fourgousse. Alors l'amendement Fourgousse, ça permet, en conservant tous ces avantages fiscaux, de transformer un vieux contrat à fonds en euros en contrat en unité de compte, c'est-à-dire des investissements en actions, immobilier, un peu de tout, étranger, partout, tout ce que veut bien vous mettre l'assureur comme fonds d'investissement à son menu. Et alors, donc, on écrit à son assureur en disant « Monsieur l'assureur, veuillez me fourgousser. Veuillez me fourgousser parce que j'ai beaucoup mûri financièrement et je sais qu'il ne faut pas être monosupport. Or, mon assurance vie est monosupport. Donc, veuillez, s'il vous plaît, me fourgousser. C'est une sage précaution. » Voilà. Et l'assureur va se faire un peu tirer par l'oreille, mais il va le faire. Aujourd'hui, c'est encore possible. Voilà. D'accord. Alors j'espère qu'il y aura pas des millions de gens regardant cette vidéo et que je ne vais pas créer un crack obligataire. Un État, ça fait faillite tous les combien de temps à peu près? Ah, je sais pas. Vous savez, c'était le fameux livre de Un siècle de folie financière. Alors il y a des États abonnés à la faillite, comme la Grèce, l'Argentine, etc. La France c'est pas mal dans les États qui font faillite, l'Espagne aussi. Je crois que c'est tous les 70 ans, un truc comme ça. La France, à peu près. On y a tous droit dans notre vie, quoi. En gros, sous une forme ou sous une autre. Sous une forme, oui, effectivement, hyperinflation, dévaluation massive, voilà. Mais bon, voilà pour ceux qui nous écoutent et sur le volet assurance vie. Oui, la perte est déjà là et il est plus que temps de s'en aller pour pas avoir la bombe le moment où elle pète, quoi. Voilà, ouais, faut mieux passer la patate chaude très courageusement. En toute sérénité. Simone Wappler, merci. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.